Beaucoup pensent qu'en ce moment, avec l'apogée là, des meme coins, de l'IA qui a repris un peu des couleurs, et puis les autres secteurs d'activité, comme par exemple la GameFi, qui n'ont pas eu de belles performances jusqu'à maintenant, considèrent que voilà, il y aura pas de choses intéressantes qui se passent. Et c'est pas notre a priori avec Michael. Par exemple, il y a un jeu là qui fait pas mal parler de lui en ce moment, qui s'appelle Off the Grid, que vous connaissez sans doute, qui est un FPS qui a été lancé sur Avalanche, qui existe depuis maintenant un certain temps et qui a été mis en avant par certains gros streamers comme Dr Disrespect, si vous connaissez, et plein d'autres, d'accord. Et il y en a qui ont une vision en fait comme quoi Off the Grid serait l'équivalent de Axie Infinity pour la GameFi sur le cycle précédent, mais sur ce cycle. En fait, c'est ce qu'on vous explique avec Mickaël depuis un certain temps. On est convaincu que la GameFi va ressurgir et renaître un peu de ses cendres sur ce cycle, et que ça sera, à mon avis, un jeu, on ne sait pas encore lequel, mais un jeu qui va percer, qui va avoir pas mal d'œil rivé sur lui, mais pas que lié à la communauté crypto, mais par rapport à des gens qui ne sont pas liés à la crypto, mais vraiment des gamers, tu vois, des streamers qu'on peut avoir aujourd'hui et qui décideraient peut-être de parler de certains projets qui lieraient l'aspect blockchain, crypto, tokenomics, NFT et jeux de manière générale, donc vraiment l'aspect GameFi. Et là, en ce moment, les métriques qu'on voit ressurgir sur Off the Grid semblent aller justement dans cette direction. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'y intéresser, il y a des gros streamers qui commencent à aller dessus. Il y a évidemment des problèmes avec ce jeu, et sans doute que je ferai tout un coaching dans l'accompagnement qu'on fait avec Mickaël sur ce jeu. Parce que voilà, il y a des choses intéressantes. Il y avait Illuvium aussi, quand vous avez parlé. Il y en a aussi certains sur Solana qui s'étaient lancés, comme Star Atlas, par exemple. Bon, il y a des problématiques à peu près sur tous les jeux, mais on voit qu'il y a quand même eu une step supplémentaire qui a été passée avec la qualité des jeux qui existaient il y a qu'on avait en fait lors du cycle précédent et qu'on commence à avoir aujourd'hui. Là, on commence à avoir des vrais jeux. Et Off the Grid, voilà, c'est aujourd'hui l'un des jeux qui est vraiment bien fait, sur lequel vraiment vous pouvez jouer, qui ressemble un peu à un Fortnite, Counter-Strike, voilà, vraiment un FPS. Si vous avez l'occasion, vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment pas mal. Et sans doute que ça sera lui, peut-être, qui permettra d'avoir les yeux rivés et le relancement, la renaissance peut-être des jeux GameFi, et l'arrivée d'une nouvelle flopée d'utilisateurs qu'on n'avait pas encore dans la crypto jusqu'à maintenant. Parce qu'on se rend compte qu'à chaque cycle, en fait, on a une innovation, on a quelque chose qui arrive. Et pour qu'on arrive à dépasser les précédents plus hauts sur la plupart des projets, et notamment sur le total market cap des cryptos, ben, il faut qu'on ait en fait des nouveaux utilisateurs qui arrivent. Et ça, il faut que ça arrive d'un biais ou d'un autre. Certains disent que ça arrivera via les mêmes coins. Certains disent que ça sera via les nouveaux jeux, les nouveaux projets IA DeepMind. Moi, j'y crois pas forcément parce que je trouve que c'est trop complexe à comprendre pour beaucoup de gens. Par contre, bah, l'aspect Memecoin, bah, ça c'est très simple à comprendre. Et l'aspect GameFi, en fait, les gamers aujourd'hui, ils comprendront rapidement l'intérêt d'avoir des objets que tu peux détenir sur ton wallet, que le jeu aussi t'appartient d'une certaine manière, que tu as des vrais actifs, tu peux gagner de l'argent en jouant. Tout ça, forcément, ça parle, et je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que sur ce cycle, on aura un jeu qui fera ou qui refera sans doute, peut-être même sous stéroïdes, ce qu'on a connu avec Axie Infinity, quoi. Bah, justement, c'est là où moi j'ai une vision qui vient compléter tes éléments. C'est qu'il fallait attendre qu'on ait un vrai jeu dans le Web3 et pas un jeu qui soit tourné uniquement autour de la crypto. Et ça, c'était le gros défaut de tout ce qui était sorti jusqu'à présent. C'est que le jeu il était éclaté et tout tourne autour de la crypto. Alors que là, le jeu est intéressant et d'après ce que je vois dans les commentaires, il y en a deux, trois qui jouent et qui le trouvent intéressant. Et quand on lit un petit peu l'article, on s'aperçoit que c'est uniquement la partie possession qui a été tokenisée. Et ce qui fait que les gens sont vraiment dans une intention de se dire ok, maintenant je vais les garder. Parce qu'il y a eu une grosse polémique là, qui est sortie il y a quelques jours où officiellement, et ça a été annoncé clairement dans les règles d'utilisation et autres, ils sont obligés maintenant de noter que quand tu achètes par exemple un jeu sur Steam, le jeu ne t'appartient pas. C'est-à-dire que tu Mmh. achètes une licence d'accès et qu'elle peut être retirée n'importe quand, ce qui était déjà le cas jusqu'à présent. Mais en fait, aujourd'hui, ça doit être écrit formellement, comme quoi lorsque tu achètes, tu n'achètes pas réellement le jeu, tu achètes un accès au jeu qui peut être retiré. Ou sinon, le jeu est obligé de te fournir en fait une version hors ligne où tu es vraiment propriétaire de la chose. Parce que c'est un peu l'évolution qu'il y a eu au fur et à mesure du temps dans le secteur du gaming. C'est que quand on était, plus jeune, qu'on a commencé par exemple sur des Pokémon, tu achetais ta cartouche, tu étais propriétaire de la cartouche.
tu jouais tant que tu voulais ta carte jusqu'à que la pile crame et après tu échangeais la pile et tu repartais, pour un tour. Et après, quand on a commencé à passer sur des jeux qui ont été, dématérialisés, bah, c'était des plateformes en ligne qui ont commencé à centraliser les accès et qui dit centralisation des accès, dit qu'il y a eu un premier jeu, je ne me rappelle plus du nom, où du jour au lendemain, ils ont décidé de couper les serveurs. Et vu comme le jeu était uniquement en ligne, bah, les gens ont perdu complètement l'accès au jeu. Il n'y avait pas de version hors ligne, en fait, comme dans beaucoup de jeux. Et plus on avance, plus on est sur ce modèle-là. Et aujourd'hui, il y a plein de jeux qui sont uniquement en ligne. Et donc, le jour où ils arrêtent les serveurs, bah, tu perds ton accès au jeu, même si tu l'as payé. Et souvent, quand tu vois le prix d'un jeu aujourd'hui qui est entre 50 et 60 euros, bah, tu dis, et ça fait quand même assez mal quand tu perds l'accès à tes jeux, surtout si tu en as plusieurs, surtout si c'est une bibliothèque qui est plus ou moins conséquente. Et bah, par exemple, aujourd'hui, on peut te bannir ton compte et tu perds l'accès à l'intégralité de tes jeux. Donc là, ça remet en fait la propriété des personnes, les droits sur le jeu. Et là, c'est même pas sur le jeu, c'est sur les assets qu'il y a dedans. Et là où il y aura pour moi la plus grosse évolution dans ce secteur-là, c'est quand on pourra passer les assets d'un jeu à l'autre. Ce qui veut dire quand Mmh. même un gros studio, ce qui veut dire tout un tas de choses encore en termes d'évolution. Et comme tu le disais, l'arrivée de nouveaux utilisateurs dans le secteur de la crypto, il viendra en partie par le gaming. Et là, on a toutes les problématiques de l'utilisation des wallets, en fait, qui est inconnue à l'heure actuelle de la plupart des joueurs, qu'il faut rendre un maximum transparent avec des blockchains qui sont hyper transparentes et autres. Après, on va avoir le côté des meme coins où il y a tous ceux de la dégène qui vont débarquer. Et après, comme tu disais, la partie DeepMind, AI et autres, les mecs vont pas venir, du moins, ça sera pas assez évolué pour attirer énormément d'utilisateurs. Et puis, en général, ces gens qui vont rester assez en marge Mmh. de l'écosystème crypto global. Quand Et tu ça fais les de la fera pas DeepMind, c'est que rester, globalement, tu tu as un vois? Tecos et ça les fera pas rester. Quand tu fais de la DeepMind, c'est que globalement, tu as un Tecos. Sinon, ça intéresse personne d'autre, en fait. Bah ouais, c'est ça. Alors que le gaming, ça intéresse globalement tout le monde. Le même coin, tu vas attirer tout un pan de la population qui a pas une thune, qui veut absolument faire de l'argent hyper rapidement. Donc ça va faire de l'émulsion, en fait. Mmh. Ouais, c'est clair. Et là, en fait, aussi, ce qu'on observe, tu disais que les jeux t'appartiennent pas vraiment. Quand tu disais tout à l'heure, quand tu achètes un jeu à 50 ou 60 balles, aujourd'hui, tu vois, tu prends même des jeux, comme World of Warcraft qu'on cite, très souvent. Tu vois, c'est des jeux à abonnement. C'est-à-dire que demain, tu arrêtes de payer ton abonnement, bah, en fait, le jeu, tu te rends compte qu'il t'appartient pas, ton perso, il t'appartient pas parce que dès que tu arrêtes de payer, mensuellement, tu peux plus jouer, en fait. Et tu as des mecs, qui ont joué pendant longtemps, qui ont même contribué à la croissance et au développement du jeu aussi, hein, qui se sont vus voir leur compte bannir comme ça du jour au lendemain. Tout comme sur Minecraft. Minecraft, ça a été aussi un gros problème, c'est que t'as un mec qui l'a développé, mais ce qui a permis la croissance et le développement et la renommée aujourd'hui qu'a connu Minecraft, ça a été certains streamers et certains joueurs qui ont fait, tu vois, des vidéos sur YouTube, qui ont montré ce qui pouvait être fait. Et ces gens-là ont eu aucune compensation financière, malgré le fait qu'ils ont développé, qu'ils ont permis, tu vois, la croissance et le développement du jeu. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on commence à voir avec la GameFi, c'est qu'on peut permettre au jeu de se développer, mais c'est comme si le jeu nous appartenait aussi à nous, d'une certaine manière, à chaque joueur, en fait. Et il appartient pas que à l'entreprise ou que aux fondateurs des projets ou que aux développeurs, en fait. Et donc, on remet un peu un partage dans un peu dans la croissance globale d'un écosystème. Et ça, je trouve que c'est dingue parce que ça n'a encore jamais été fait, quoi. Ça dépend du token. C'est qu'en fait, là, si on prend l'exemple de Off the Grid, c'est majoritairement tourné autour des équipements et des skins et autres qu'il y a Ouais, dans le les jeu. NFT, ouais. Là, ce que dit Raziel, c'est qu'ils ont un token qui s'appelle le Gun, mais qui sert pas à grand chose. Et en fait, c'est un peu la problématique. Donc, tu peux après avoir des parts de l'évolution du jeu, mais le jeu va plus ou moins évoluer dans le temps. Martin qui dit, par exemple, pour tous les joueurs d'Halo qui ont connu la frustration de la fermeture des serveurs multijoueurs en 2022, ouais, effectivement, c'est le cas. Et donc, il y a un peu cet aspect où les gens le farment en partie parce qu'il y a potentiellement un airdrop. Mais si le token du jeu ne sert strictement à rien, ça va impacter indirectement les NFT qui sont dedans. Tu vois, donc je pense qu'il y a encore un peu d'évolution, mais c'est bien qu'ils aient pris Mmh. cette approche-là de dire on fait un bon jeu et après on essaie de tokeniser. Mais Mmh. est-ce qu'il y a vraiment besoin, et ça c'est une réflexion qu'il faudrait pousser vraiment jusqu'au bout, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un token en fait dans un jeu? Ou est-ce qu'on ne peut pas juste garder ces NFT et utiliser le token de la blockchain, tu vois? Au lieu d'avoir un token par jeu, Alors, c'est je suis pas d'accord avec toi. avoir la valeur ajoutée en fait de ce token. Et ça, c'est vraiment la grosse problématique.
En fait, ça, c'est une question de fond. Après, la réalité, c'est que pourquoi ils sortent un token? Très souvent, même à 100% des cas. Pour faire de Parce que l'argent. c'est Non, mais bah ouais, c'est le non, mais seul on est d'accord, moyen mais pour les pour joueurs et les pour l'écosystème, on est à quoi ça d'accord, sert en fait? on est C'est ça d'accord, le fond de la on est question. d'accord. En fait, ils essaient de donner une utilité, mais en fait, pourquoi il y a toujours un token, de gouvernance ou un truc? En fait, ils font un semblant de donner une utilité au token, mais en fait, c'est le moyen pour les développeurs et ceux qui créent le projet, de gagner des thunes. En fait, c'est tout, hein. Si, derrière, le mec, tu lui dis, tu travailles, je sais pas combien d'années pour développer un projet, puis toi, bah, pour, être rémunéré pour ton projet, bah, faut que tu grindes aussi ton jeu pour gagner des NFT dans ton jeu. Tu diras: «Frérot, tu es bien gentil, mais, je vais pas le lancer», tu vois. Donc en fait, les mecs qui font ça, ils se font une préallocation comme font 100% des personnes derrière. Dès que le projet augmente, bah, ils gagnent de l'argent dessus. Et après, ils n'ont pas d'incentive à le développer. Si le projet vraiment explose à la hausse, ils vont vendre leur projet et puis ils vont repasser après sur autre chose. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un vrai problème ça. C'est-à-dire que le côté tokenomics, l'intérêt du token en question et tout, je trouve que là où Illuvium a fait un bon truc aussi, c'est qu'ils ont vraiment permis d'avoir une redistribution en fait de ce que va générer le jeu, tu vois. Mais tu as les mêmes problématiques, tu as une centralisation de la supply aussi, tu vois. D'avoir un projet où tu n'as pas du tout de token, bah, ça implique en fait que l'équipe développe gratuitement. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, je le vois pas. Enfin, je le vois pas arriver quoi. Donc, Non, pas forcément en fait, parce qu'il y a d'autres modèles, il y a d'autres jeux avec des premium et autres, où ils peuvent rentrer de l'argent cash en fait pour le développement, sans forcément passer par un token. Ce que dit Raziel là, c'est qu'en fait, eux, ils essaient actuellement surtout de farmer les NFT durant le early access et il y a déjà une marketplace qui fonctionne bien directement sur le jeu. Et c'est là le problème, c'est qu'ils sont tous en train de développer des marketplaces qui sont toutes indépendantes les unes des ouais, autres c'est ça le truc. et du coup, ils balancent leur token pour essayer de gratter en disant: «Bah, vous avez touché des fees sur cette marketplace». Sauf que marketplace, elle tourne uniquement pour le jeu. Je trouve qu'en Mmh. fait, et on en parlera avec les Layer 2, mais ces îlots séparés, c'est pour moi, c'est contre-productif en fait à l'évolution de l'écosystème global Mmh. et qu'il ferait Ouais. mieux de travailler en commun à faire une vraie plateforme pour le coup, où ils auraient un token avec tous une allocation de toutes les grosses boîtes, dedans et d'avoir quelque chose justement qui soit uni avec une vraie plateforme, au lieu d'avoir des petits bouts par-ci par-là, en fait. Bah, un peu comme ce qu'on avait eu avec OpenSea à l'époque, là, tu sais, sur le cycle précédent, où en fait, si tu voulais acheter des NFT, lorsqu'on a eu la mania des NFT, t'allais sur OpenSea, en fait. T'avais d'autres sous-plateformes, mais globalement, c'était OpenSea. Tout comme à l'époque, quand tu voulais faire un échange de manière décentralisée, c'était sur Uniswap. Après, tout le monde a forqué Uniswap, tout le monde a essayé de forquer OpenSea. Maintenant, t'en as plein d'autres, tu vois, t'as Blur, t'as plein Mmh. d'autres choses. Et chacun lance, comme tu dis aussi, son DEX pour sa plateforme. Tu vois, sur Illuvium, c'est l'Illuvidex. Sur Volcan Forge, pareil, ils ont sorti leur truc. Sur Off the Grid, ils ont leur truc à eux. Et en fait, là où je pense qu'il y aurait une vraie part à aller chercher, c'est d'avoir un peu l'équivalent d'Amazon, mais pour tous les jeux, en fait. Tu vois, genre tous les NFT de tous les jeux, que ça soit centralisé sur un truc. Celui qui arrivera à faire ça, je pense, gagnera beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, est-ce que les fondateurs du jeu, ils ont un intérêt à faire ça? C'est-à-dire surtout si leur jeu fonctionne très bien, pourquoi ils développeraient pas leur propre marketplace en fait? Parce que c'est comme si tu donnais cet argent-là à quelqu'un d'autre. Donc c'est Bah, toujours pareil, après, quoi. c'est les gros studios qui doivent travailler entre eux et faire ça de manière un peu intelligente ou au moins regrouper par studio. Tu vois, tu dis, bah, il y a Ubisoft qui a sa propre marketplace pour l'ensemble des jeux Ubisoft, idem pour, Microsoft qui a racheté, Blizzard et tu vois, la Raziel, il dit: «Le fait d'avoir une marketplace avec l'interface du jeu accessible aide à attirer des néophytes pas effrayés par la blockchain». Mais l'idée, c'est pas Ouais, de ouais. dire: «Vous êtes obligé de passer par un site extérieur». C'est de dire: «Tu peux taper en sous-couche». En fait, tu peux avoir une interface visuelle différente pour chaque jeu, ce qui fait que tu l'intègres dans ton jeu, tu le mets sur ton site web et autres. Par contre, le smart contract qui est derrière, c'est toujours le même. Uniswap, tu as le smart contract qui est déployé et après des front-end, il en existe plusieurs en fait, sur lesquels tu peux venir Ouais. taper dessus. Et du coup, ce qui permet de concentrer les liquidités, ce qui permet de faire tout un tas de choses. Et donc, c'est plutôt cette vision-là, moi, que j'ai en fait. C'est de dire oui, il faut que ça soit transparent pour les néophytes. Et ça, c'est hyper important pour l'adoption. Par contre, il faut que pour les techos, ils comprennent qu'il faut regrouper ça et il faut que des gros studios se mettent en accord avec eux et que chacun prenne des pourcentages en fait. Et si ils voient que financièrement, c'est plus rentable pour eux de se regrouper que d'être indépendants, là, on arrivera à faire quelque chose. Mais tant qu'on n'arrivera Mmh. pas à avoir cette vision-là et qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrivera vraiment à pousser ça, c'est mort. En faisant la transition de ce que tu as dit tout à l'heure, en parlant des grosses boîtes qui lanceront peut-être des projets sur le Web3, on a Ubisoft qui a fait une news dernièrement qui souhaite lancer, qui s'apprête à lancer son premier jeu Web3.
Alors, on a été surpris avec Mickaël sur la blockchain Oasis. On s'est dit: «Putain, c'est quoi cette blockchain, en fait, Oasis?» Pourquoi, Oasis? Pourquoi pas Ethereum? Pourquoi pas, toutes les autres blockchains, qui aujourd'hui sont utilisées pour la GameFi et pour les GameFi et pour le Web3 de manière générale. En fait, c'est une blockchain, privée, hein, c'est ça? C'est ce qu'on avait vu, Mickaël, hein? J'ai creusé un peu plus ce sujet. Je vais peut-être partager mon écran pour montrer Ouais, vas-y. le site et autres. Parce qu'effectivement, on était surpris. C'est pas une blockchain qu'on connaît, vraiment en profondeur et je suis tombé sur ce premier article là de chez, Gamefree où ils expliquent que c'est une layer 1 qui est au format EVM. C'est-à-dire qu'elle interagit avec la blockchain, elle peut interagir avec la blockchain d'Ethereum, avec la machine virtuelle d'Ethereum et en fait, ils ont travaillé en collaboration avec Arbitrum Orbit pour avoir une layer 2. En fait, ils ont eu une conception qui est assez intelligente quand on regarde la documentation, officielle. C'est de se dire: «On va faire un hub», un peu comme le Cosmos Hub. Sauf qu'au lieu de se dire: «On est en layer 0», nous, on va faire une vraie layer 1 et par-dessus ça, on va laisser tous ceux qui veulent développer des layer 2 dans lesquels ils vont pouvoir développer des jeux. Parce que la problématique, c'est que chaque jeu qui vient, apparaître sur un écosystème veut avoir son propre modèle, son propre, système de développement. Et donc le mieux, c'est de taper sur une technologie Ethereum de base, en termes de conception, en termes de développement, donc c'est beaucoup plus simple. Et après, à partir de là, passer sur un modèle, d'optimistic rollup et chaque jeu pourra avoir sa propre layer 2 et donc en ayant ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on garde le consensus sur la partie layer 1 et après on fait la partie exécution sur les layer 2. C'est pour ça ils ont fait un partenariat avec Arbitrum Orbit, qui a vraiment cette, vision-là de découper les choses. Celestia avait pas mal introduit la notion de blockchain modulaire. Ça, c'était connu avant, mais c'est les premiers à avoir vraiment fait de la documentation dessus et expliqué un peu au grand public en disant: «Bah, on a la couche data layer, on va faire transiter les informations dans les blocs. La partie consensus où on va valider et inscrire les données dans les blocs et la partie exécution où on exécute tout ce qui se passe globalement dans les smart contracts». Et donc d'avoir ce découpage permet d'être vraiment performant sur ce qu'on fait. Et donc la layer 1 en soi d'Oasis n'est pas très utilisée parce que c'est juste le réceptacle pour l'ensemble des transactions. C'est-à-dire que quand vous avez une layer 2, elle va packager en fait les transactions. Vous allez avoir, je sais pas, 200 transactions et à la fin, on va prendre l'état et on va l'inscrire en fait sur la layer 1, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de transactions. Pourquoi ils se sont mis sur une technologie EVM? C'est pas bête, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de layer 2 qui sont EVM, dont certaines qui sont spécialisées dans le gaming comme Immutable X. Et donc là, il y a Ubisoft qui a fait le choix de partir justement sur la technologie de chez Oasis pour développer cet écosystème et se dire: «OK, au lieu d'aller taper sur de l'Ethereum traditionnel où on a les frais et de toute façon, on sera obligé de passer sur une layer 2, autant passer peut-être sur une autre technologie qui a peut-être un autre avenir, un autre mode de fonctionnement, qui a capitalisé sur tout le développement d'Ethereum. Parce que globalement, c'est ça. Ils sont ils utilisent en fait une version du logiciel, GETH qui est ni plus ni moins que le logiciel le plus utilisé en fait sur Ethereum pour interagir avec la blockchain. Après, ils sont basés sur un espèce de modèle de proof of stake, chose qu'a fait Ethereum après plusieurs années. Et ils ont intégré toutes les notions que Vitalik a données en disant: «On arrête d'avoir la couche exécution au sein de la blockchain et au contraire, on la délègue pour augmenter en termes de performance et limiter les frais et garder cette partie consensus sur la layer 1». Et c'est là où ils ont été assez intelligents. Après, ça mériterait de creuser vraiment beaucoup plus ce projet. Là, nous, on a regardé un petit peu la doc technique pour voir comment ça fonctionnait. Je ne sais pas l'utilité, profonde du token et autres, mais le choix qui a été fait, il n'est pas anodin. Autant des fois, il y a des choix technologiques qui sont faits, on se demande vraiment pourquoi ils l'ont fait. Autant là, c'est conceptuellement assez intéressant et de se dire que peut-être que Oasis sera une des prochaines blockchains pour le gaming, de par sa vision un peu à la Cosmos Hub, où chaque écosystème peut arriver à bénéficier d'une layer qui est assez solide. Après, comme tu disais aussi, c'est pas encore une blockchain qui est ultra utilisée parce que si vous allez, jeter moi, je me suis amusé à regarder aussi sur DeFi Lama, quelques données, tu vois, qui sont remontées, dessus. Je vais partager mon écran. Hop. Si on regarde l'activité en tant que telle aujourd'hui, Mais tu parce que vois? la layer 1 n'a pas vocation, en fait, à être utilisée et c'est clairement ce qu'ils mettent si tu peux zoomer un petit peu. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup plus les layer 2 qui ont vocation à traiter l'ensemble des infos et la layer 1 a juste récupéré, en fait, les résultats, en fait, pour les inscrire sur le long terme. Donc ça m'étonne pas
qu'il y ait pas énormément de volume. Et ce que disait Nabil, c'est qu'il y a Monsieur Rabbit avec qui j'ai fait une interview, avec qui j'avais fait une vidéo également sur sa chaîne, qui en parle assez souvent parce que c'est vrai que lui, il suit beaucoup cet univers gaming et NFT, NFT hein. et autres. Donc ça, c'était pour la petite news. Donc à mon avis, on n'est pas à l'abri non plus d'avoir, là c'est le cas d'Ubisoft, mais à mon avis, il y aura d'autres boîtes. Si Ubisoft commence à lancer son premier jeu GameFi Web3, à mon avis, il y en aura d'autres qui suivront aussi le truc, surtout si on a une recrudescence et une augmentation importante de l'aspect GameFi, quoi. Si on a de nouveau un mouvement, les gens se réintéressent de nouveau à la GameFi, à mon avis, il y en a beaucoup qui s'engouffreront là-dedans et assez rapidement.